Voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du volume 14, numéro 2 de la revue L'éducation en débat, analyse comparée. Je suis Sonia Reva, maître assistante à l'Université de Genève au sein du groupe genevois d'analyse des politiques éducatives. Alors bonjour, moi je suis Georges Felouzis, je suis professeur à l'Université de Genève et je fais partie aussi du groupe genevois d'analyse des politiques éducatives. Donc nous sommes tous deux coordinateurs et coordinatrices de ce numéro intitulé Réguler la mise en œuvre des politiques éducatives, acteurs, actrices, instruments et stratégies. Et nous sommes également auteurs et autrices de son éditorial et nous vous proposons aujourd'hui de vous présenter ce numéro en quelques mots. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce numéro est l'aboutissement de réflexions tenues lors d'un colloque qui a rassemblé plusieurs chercheurs et chercheuses issus de différents contextes nationaux autour d'une question, la mise en œuvre des politiques éducatives. Alors le choix de cette thématique s'explique par un constat de départ commun à nos différents travaux, celui des fréquentes distorsions observées entre les politiques éducatives telles qu'elles sont formulées dans les lois, dans les règlements, et ce qui se réalise sur le terrain, c'est-à-dire dans les contextes locaux, dans les établissements et dans les classes. Alors, dans l'introduction du numéro, Georges et moi présentons les outils théoriques utiles et nécessaires pour analyser les modalités de cette mise en œuvre des politiques éducatives et pour observer la façon dont les acteurs et actrices agissent en situation, c'est-à-dire quelles sont les logiques d'action, quelles sont les valeurs et les intérêts qui vont orienter les comportements des acteurs, ou alors comment est-ce qu'ils vont donner du sens aux réformes au moment où ils vont les implémenter dans leur pratique, dans le terrain. Donc voilà quelques questions que nous proposons de traiter dans ce numéro. Alors, plusieurs catégories d'acteurs sont présentes dans les différentes contributions. Alors, tout d'abord, les autorités publiques, avec notamment les cadres de l'administration, mais aussi les directions d'établissement, bien entendu les enseignants, mais aussi les professionnels non enseignants, tels que les éducateurs, et aussi les familles. Donc finalement, ce numéro vise à illustrer par différents cas concrets la façon dont ces acteurs vont façonner, interpréter et traduire les réformes scolaires dans la réalité de leur contexte. Et pour répondre à nos différentes questions, nous empruntons des outils issus de la sociologie de l'éducation ainsi que des outils issus de la sociologie de l'action publique, car mis ensemble, ces deux champs nous permettent de traiter nos questions avec une vision élargie. Nous nous inscrivons par ailleurs aussi dans une approche néo-institutionnaliste où les institutions, alors bien entendu l'institution scolaire, mais aussi l'institution politique, l'institution administrative, l'institution familiale, les institutions sont des clés de compréhension des trajectoires des politiques publiques. Alors, dans cette perspective, nous identifions trois perspectives dans l'analyse de la mise en œuvre des politiques éducatives. La première consiste à concevoir la mise en œuvre comme un processus rationnel, top-down et hiérarchique, dans lequel on prend une décision et elle est implémentée sur le terrain. La deuxième perspective conçoit la mise en œuvre comme un processus d'adaptation mutuelle dans lequel on observe des ajustements et des négociations liées aux spécificités des contextes locaux dans lesquels justement ces politiques sont implantées. Et enfin, la troisième, comme un processus de co-construction où on est dans une logique vraiment d'action collective dans un système multiniveau. On aborde aussi dans ce numéro plusieurs modalités de régulation de la mise en œuvre. Et pour vous présenter cela, je passe la parole à Georges Fensis. Merci Sonia. Alors oui, effectivement, la question de la régulation est extrêmement importante et nous la traitons dans notre éditorial. La question qui est posée tout simplement, c'est comment l'action publique parvient-elle à réguler cette mise en œuvre? Quels sont les modes d'action qui sont possibles? Voilà. Qu'est-ce que l'on observe? C'est pas du tout pour se situer dans une perspective normative, mais plutôt pour savoir à partir de la littérature comment eh bien, cette question a été traitée et puis quelles sont les réponses que l'on peut apporter, que l'on peut y apporter. Donc, on a défini six modalités ou six modes de régulation de cette mise en œuvre. D'abord, de façon extrêmement classique, eh bien, une régulation par le règlement, par l'administration, qui se base sur un principe plutôt hiérarchique et de rationalité, entre guillemets
avec comme dérive, car chaque fois nous avons défini les dérives potentielles de ces types de régulation, eh bien une dérive bureaucratique tout simplement, et on sait aussi que ce type de régulation n'a pas une efficacité extrêmement grande. Deuxième type de régulation, cela passe par la profession, c'est-à-dire par la pratique, par l'expérience, et notamment dans le champ de l'éducation, puisqu'on a parlé tout à l'heure des institutions. Eh bien, l'école, évidemment, est une institution extrêmement forte. Et donc, cette régulation par la profession, eh bien, a donc l'avantage d'être centrée sur les professionnels, mais l'une des dérives possibles est justement le corporatisme, c'est-à-dire d'agir non pas en fonction des intérêts des usagers, mais en fonction des professionnels. Troisième type de régulation que l'on observe dans la vie sociale et politique, c'est l'accountability, c'est-à-dire la reddition de comptes, avec comme principe normatif, je dirais, central, l'efficacité, tout simplement, la recherche de l'efficacité à partir de la responsabilisation des acteurs. L'un des problèmes que pose ce type de régulation, c'est les pratiques de détournement et de loose coupling, justement. Par exemple, ce qu'on a appelé le teaching to the test, lorsqu'on a parlé de No Child Left Behind, lorsque la littérature ou les sociologues et les politistes ont parlé de cette politique. Quatrième forme de régulation de la mise en œuvre, c'est tout bêtement le marché. C'est-à-dire le marché peut être considéré comme une forme de régulation avec l'offre et la demande. Alors, l'une des dérives de ce type de régulation, c'est la production d'inégalités, de ségrégation, notamment entre établissements scolaires. Cinquième type que nous avons distingué, c'est l'evidence-based policy, c'est-à-dire une régulation basée sur la connaissance, les productions scientifiques, avec l'idée qu'il y a de bonnes pratiques que l'on peut importer dans divers contextes. Alors, ce type de régulation a pour dérive souvent la taylorisation du travail des acteurs de l'institution, notamment des enseignants. Taylorisation au sens où on leur donne des solutions clés en main, un peu décontextualisées, pardon, qui évidemment déprofessionnalisent leur pratique. Et puis une sixième sorte de régulation que l'on a appelée la mobilisation, qui va être plutôt un principe de consensus, c'est-à-dire comment les différents acteurs vont pouvoir se mettre d'accord, s'entendre, se coordonner pour produire une mise en œuvre de l'action publique dans un domaine particulier, notamment l'éducation. La dérive de ce type de régulation, c'est une forme de conservatisme souvent, peut-être aussi une sorte de, comment dire, de lenteur dans la mise en œuvre de l'action publique. Ce que l'on voit, c'est que chacune de ces régulations eh bien, présente évidemment des limites, et on a essayé de voir comment on peut définir ces limites, les distinguer et puis aussi, bien sûr, les analyser. Je passe la parole à Sonia qui va nous présenter une première série d'articles. Oui, tout à fait, Georges. Alors, le premier article que je veux vous présenter, c'est celui que tu as écrit avec Julia Carolina Campos Cardoso, qui analyse le rôle des chefs d'établissement dans la mise en œuvre d'une réforme au Brésil, plus particulièrement à Sao Paulo. Donc, il s'agit du programme d'éducation intégrale, le PEI, qui est un programme visant à améliorer les apprentissages des élèves à travers un parcours scolaire prolongé, c'est-à-dire plus d'heures d'enseignement par jour. Alors, les auteurs, vous avez analysé le travail des chefs d'établissement dans la mise en œuvre de cette réforme et leur rôle de médiatrice entre les impératifs du système éducatif et des autorités publiques et les professionnels de l'enseignement de l'école. Et vos résultats sont tout à fait instructifs vis-à-vis de la thématique de la mise en œuvre, puisqu'ils montrent que l'adhésion des chefs d'établissement à cette réforme, elle a été décisive pour sa mise en œuvre, car elle a facilité l'adhésion des autres acteurs du système éducatif. Donc finalement, cet article met en évidence le poids de la dimension cognitive sur la mise en œuvre des politiques éducatives, puisqu'il montre qu'une politique visant à améliorer la qualité de l'éducation ne peut être réellement efficace
que si les acteurs parviennent à lui donner un sens dans le contexte spécifique de leur action. Et c'est justement à la construction de ce sens que les chefs d'établissement ont largement contribué. C'est ce que vous avez montré dans cet article tout à fait intéressant. Le deuxième texte que je veux vous présenter, c'est celui de Tania Hoguet et de Xavier Connu. Alors cet article part d'une question largement traitée dans la littérature scientifique, hein, celle de savoir quelle place l'institution scolaire accorde aux parents d'élèves, mais il propose toutefois une problématique et une approche tout à fait originale, puisqu'ils vont inscrire cette question dans la thématique du développement de la qualité de l'école. Donc, par exemple, quelle place l'institution scolaire donne-t-elle aux parents dans un processus de qualité? Et plus précisément, quelle place les cadres de l'administration scolaire donnent-ils aux parents d'élèves dans ce processus? Voilà le type de questions que les auteurs proposent de traiter. Et pour y répondre, ils ont réalisé une recherche ethnographique au cœur de l'administration scolaire du canton de Fribourg en Suisse. Et leur étude met en évidence les difficultés que rencontrent les cadres dans la mise en œuvre de cette politique qualité, notamment face à la diversité des représentations de ce qu'est et devrait être l'école. L'article analyse le travail des cadres et montre comment ils vont agir justement dans ce contexte et les stratégies qu'ils vont développer pour éviter les résistances et les conflits qui pourraient remettre en question tout ce processus de qualité. Et donc finalement, cet article met en évidence la complexité de la mise en œuvre liée à la multiplicité des acteurs du système éducatif, mais aussi à la multiplicité des idées et des intérêts qui sont à l'œuvre. Enfin, le troisième texte que je veux vous présenter est celui de Joachim Sieber. Cet article questionne la nature du changement pédagogique à l'école et les processus par lesquels il se produit. Donc l'auteur s'intéresse à trois dimensions: l'objet du changement, son contexte et ce qu'il appelle ses séquences d'action. Trois dimensions qui sont importantes pour appréhender les nuances qui existent entre différents types de changements pédagogiques, donc par exemple le changement d'un manuel scolaire ou le changement de pratiques qui vont impacter la relation entre les enseignants et les élèves. On se situe ici dans l'espace francophone du canton de Berne en Suisse, dans un contexte de réforme basé sur une directive qui vise à délimiter le temps de devoir que les enseignants sont autorisés à donner à leurs élèves. Donc l'auteur a analysé la façon dont les enseignants ont accueilli cette réforme et la façon dont ils l'ont traduite dans leur pratique pédagogique. Et à nouveau, les résultats présentés par l'auteur sont tout à fait intéressants vis-à-vis de notre thématique de la mise en œuvre. D'abord parce qu'ils mettent en évidence les stratégies d'adaptation opérées par les enseignants pour mettre en œuvre ce changement. Et ensuite, parce qu'il révèle aussi les disparités de la mise en œuvre en lien avec des éléments conjoncturels liés notamment aux conceptions des enseignants sur les devoirs à domicile, hein, les idées et représentations, et à leur situation dans l'organisation scolaire. Donc finalement, cet article illustre parfaitement les ajustements dont tu parlais, Georges, tout à l'heure, ajustements dont les réformes font l'objet lorsqu'elles sont implantées sur le terrain. Merci, merci Sonia. Alors, je vais vous présenter les trois textes suivants. D'abord, celui de Hélène Buisson-Fenet, qui est directrice de recherche au CNRS et qui traite des PIAL, c'est-à-dire enfin, le titre, c'est Reprendre la main, les PIAL, une tentative pour maîtriser la réussite de l'école inclusive. C'est un texte qui est extrêmement intéressant, qui traite donc du contexte français et notamment, plus particulièrement, de la mise en œuvre de l'inclusion scolaire dans ce contexte-là. Cette inclusion scolaire s'est manifestée, nous dit Hélène Buisson-Fenet, entre autres par les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, donc les PIAL. Et l'une des caractéristiques et des originalités de ce système ou de ce dispositif, c'est justement d'avoir eu un succès extrêmement fort, succès qui se manifeste par le nombre de demandes extrêmement importantes, beaucoup plus que prévu, pour la prise en charge donc d'élèves
à besoins éducatifs particuliers. Et ces demandes, et donc l'action publique a été confrontée un peu à ce succès, voilà, ce qui est assez inhabituel en fin de compte. Et donc le travail d'Hélène Buisson-Fenet se base sur des entretiens approfondis, sur des acteurs principaux de ces PIAL, sur une analyse de documentation extrêmement fouillée et extrêmement vaste. Et elle montre que cette politique a pris la forme d'un recrutement d'accompagnantes des élèves en situation de handicap, qui est les AESH, et elle montre comment l'institution a donné une forme particulière à ces recrutements et à cette action publique. Et donc, l'un des résultats probablement le plus intéressant de ce travail, c'est de montrer qu'il y a eu à la fois ce qu'elle appelle une indécision instrumentale, c'est-à-dire il y a eu une indécision sur quel type d'instrument utiliser pour mettre en œuvre et pour développer en fin de compte cette inclusion. Et elle nous dit qu'il y a indécision parce que en fin de compte la décision a été donnée au niveau local pour en fin de compte voir que en fonction du contexte local, eh bien, les instruments ont varié de ce point de vue. Et puis d'autre part, une rigidité institutionnelle, c'est-à-dire que la gestion du personnel contractuel, dont font partie les AESH, eh bien, a été calquée sur celle des personnels statutaires. Donc on a à la fois une sorte de dualité, en quelque sorte, que Hélène Buisson-Fenet montre très bien. Le deuxième article dont je vais vous parler, c'est celui de Giulia Napoli. Giulia Napoli, qui est docteur de l'Université de Genève et qui traite du rôle des directions d'établissement dans la mise en œuvre des REP à Genève, et REP signifiant réseau d'enseignement prioritaire. Donc, le contexte genevois est ici très important parce que cette politique a pris une forme particulière et elle se centre dans son article sur les chefs d'établissement et notamment sur le rôle des chefs d'établissement dans leur capacité à justement mettre en œuvre, organiser, on pourrait dire manager, entre guillemets, la mise en œuvre de ces réseaux d'éducation prioritaire qui ont pris une forme à Genève centrée sur la nomination d'éducateurs ou d'éducatrices dans les établissements scolaires, éducateurs et éducatrices qui ont pour mission euh, de travailler en collaboration avec les enseignants. Et ce qu'elle met en lumière, à partir là aussi d'une enquête qualitative très étendue, c'est que il y a une sorte de, pas de contradiction, mais en tout cas d'opposition de culture professionnelle du côté des enseignants d'une part et du côté des éducateurs et éducatrices de l'autre, voilà, ce qui crée des problèmes de collaboration, je dirais, ou des difficultés de collaboration. Et s'ajoute à ça, je dirais, une caractéristique institutionnelle, c'est que les enseignants d'une part et les éducateurs et éducatrices d'autre part ne dépendent pas de la même ligne hiérarchique. Et donc, il y a là un décalage qui est assez important. Et donc, elle montre que la collaboration est difficile, d'une part, et d'autre part, elle essaie de voir comment et dans quel contexte les chefs d'établissement peuvent agir, et souvent en tant que médiateurs, pour essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent entre ces deux types d'acteurs aux cultures professionnelles assez différentes. Troisième et dernier article dont je dois vous parler, celui de Stéphanie Rienzo, qui est docteur aussi de l'Université de Genève, et elle travaille sur les politiques de collaboration, école et famille, entre école et famille, dans l'enseignement primaire genevois. Cette politique de collaboration a été définie au niveau genevois comme étant une politique de lutte contre l'échec scolaire, avec l'idée que cette collaboration doit d'abord identifier les problèmes scolaires des élèves, d'une part, et d'autre part, permettre aux élèves de s'adapter aux attentes de l'institution. Elle se base sur une enquête ethnographique extrêmement vaste, puisqu'elle participe elle-même, elle est enseignante aussi dans le primaire, et donc elle a utilisé à la fois ses observations et des entretiens, évidemment, auprès des acteurs. Elle montre une chose importante, c'est que il y a un flou conceptuel extrêmement fort autour du terme de collaboration. C'est-à-dire le terme a l'air transparent, en fait il ne l'est pas,
et chacun va interpréter de façon différenciée ce que l'on entend par collaboration. Or, euh, euh, l'une des idées, en tout cas du mot tel qu'on peut le concevoir, c'est que collaboration implique une égalité entre les acteurs et les partenaires. On a des partenaires qui sont égaux, les familles d'un côté, les enseignants de l'autre. Or, la façon dont les enseignants définissent le terme collaboration est beaucoup plus, je dirais, verticale, voilà, avec l'idée que les familles doivent, en quelque sorte, faire ce qu'on leur demande, voilà, et sous l'égide, en quelque sorte, de l'institution scolaire représentée par les enseignants. Donc, c'est un point qui est assez important parce que, évidemment, on a là une position d'infériorité des parents, notamment des parents de milieux populaires, et donc, elle montre un peu cette asymétrie entre, d'un côté, l'institution et de l'autre, les familles de milieux défavorisés, notamment en leur imposant des pratiques éducatives, etc., et en étant parfois, comment dire, assez exigeants vis-à-vis de leurs pratiques familiales. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce numéro. Merci Sonia pour cette présentation. Merci Georges, et puis merci à toutes et tous pour votre attention. Et puis je crois qu'on vous souhaite simplement une bonne lecture. Oui, bonne lecture, au revoir. Voilà, au revoir.